Bonjour et bienvenue à la dernière de Être, votre émission qui vous a inspiré, qui vous a donné des trucs et astuces pour vous permettre d'atteindre le mieux-être au cours des 11 derniers épisodes. Et aujourd'hui, on se permet de revisiter les bons moments que nous avons vécus sur le plateau. Mais tout d'abord, j'ai quand même une invitée aujourd'hui, Élodie Verdier, qui nous partage ses trucs et astuces mieux-être. Alors commençons dès maintenant, pour une dernière fois de la saison, notre conquête vers le mieux-être. Bonne émission! Élodie Verdier, merci d'avoir accepté d'être dans notre bloc Trucs et astuces. C'est la dernière émission, donc on gardait la cerise sur le sundae pour la fin. Tu as vraiment une belle entreprise, tu prends soin des femmes à ta manière. Tu as une ligne bio-cosmétique, en fait, à base de raisins. On a tellement parlé de vin au cours des dernières émissions. Je trouve ça intéressant. Tu es pas mal une des seules au Québec à faire ça. Comment t'es venue l'idée, en fait, de prendre soin de la peau de cette manière-là? Bonjour Peggy, donc je suis heureuse de participer. En fait, l'idée m'est venue en faisant mes premières vendanges au Québec. Je me cherchais vraiment une raison parce que mes projets avaient capoté, si je puis dire comme ça. Et puis, je me demandais vraiment ce que j'étais venue faire là, finalement, un an plus tard. Et je suis allée faire des vendanges et puis ça a été comme une révélation. Je me suis rappelé qu'en France, Caudalie faisait des produits depuis une trentaine d'années à base de marc de raisin. Alors après, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'au Canada, personne ne le faisait. Donc, comme j'étais chimiste, eh bien, je suis chimiste. J'avais quitté la cosmétique de luxe pour recommencer ici, en fait. Donc, tu es chimiste de métier et tu es originaire de la France, mais est-ce que tes produits, là, savoir que c'est pas tout le monde qui sait ça, que les raisins ont un pouvoir antioxydant. Est-ce que les raisins que vous utilisez, c'est des raisins d'ici? Parce qu'on encourage beaucoup le local. Alors, est-ce que vos produits sont faits à base de raisins qui sont cultivés au Québec? Oui, oui, tout à fait. Incroyable. Privé bio d'un ami et puis aussi mes vignes. Donc, c'est du bon raisin bien de chez nous. Depuis combien de temps vous faites ça? Puis est-ce qu'il y a beaucoup de personnes? J'ai vu que tu as un blog et tout ça. Je suis curieuse de savoir l'effet que ça peut avoir pour le mieux-être de notre peau. Est-ce que tu peux me l'expliquer en quelques minutes? Oui, en fait, le raisin, c'est bourré de polyphénols, d'antioxydants. Donc, on retrouve la viniférine. Tout ça, ça joue vraiment sur l'élasticité de la peau, sur les rides. Ça atténue les ridules et les rides profondes. Ça permet une meilleure hydratation parce que ça refait des connexions au niveau sous-cutané. Et puis, c'est très, très riche en minéraux et en vitamines. Donc, vraiment, le raisin, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça fait des merveilles pour la peau. Puis, écoute, est-ce que vous êtes distribué à quelque part? Moi, je t'ai découvert en ligne via les réseaux sociaux et le réseau Les Paillettes, évidemment, un réseau de femmes d'affaires extraordinaire. Mais je voulais savoir comment on peut se procurer les produits, parce que vous en avez plusieurs, là. Peut-être m'expliquer, vous avez des crèmes, vous avez des traitements, des huiles, vous avez plusieurs choses. Oui, oui, il y a vraiment toute une gamme pour le visage et quelques produits corps. Je vends principalement en ligne, donc sur le site internet o-delis.com ou odelis.ca, c'est plus facile à se rappeler. Et j'ai quelques distributeurs à Québec et Montréal aussi, dans les magasins bio, et puis des esthéticiennes 100% naturelles aussi qui marchent avec moi. Et je suis curieuse, Aurélie, toi, ta mission, c'est quoi ta grande mission que tu t'es donnée pour améliorer le mieux-être de la femme à travers tes services, ton blog et tes produits? Qu'est-ce que tu vises là, dans un monde idéal pour qu'on soit mieux? Alors, déjà, pour moi, ça passe par le respect de la peau, donc aucune chimie. Dans ma gamme, tout est naturel, tout est bio. Et puis aussi la simplicité. Je trouve que c'est vraiment une facilité de vie, un mieux-être quand on a un produit qui fait plusieurs choses.
Ah, c'est bon, simplifier la routine des femmes, la routine matinale, du soir. C'est vrai que quand on a des millions de produits, on ne sait pas comment s'en servir. Donc, c'est vrai que c'est pratique d'avoir un produit qui a plusieurs effets pour notre peau. Ah, j'adore ça. Et tu as un blog aussi sur votre site Internet. Je veux que tu m'en parles un peu parce que tu parles de cosmétiques bio, de slow cosmétiques maison, des bienfaits de plusieurs fruits et légumes. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce blog-là? Parce que j'ai pas eu le temps de tout lire les articles, mais c'est super intéressant. Je dirais que c'est un peu de tout ski. Hein. En fait, c'est moi qui m'occupe du blog, donc j'y vais avec mon inspiration du moment. Je ne suis pas toujours assidue, OK. mais j'essaye de donner des tuyaux à toutes les femmes sur... je partage mes connaissances sur les plantes et les huiles essentielles, et puis des astuces que je trouve sympas à faire, parce que tout le monde n'a pas le budget pour acheter toute la gamme. Ah, fait qu'on peut retrouver des recettes maison aussi. Oui. Incroyable! C'est vraiment généreux de ta part. Puis, tu as une page Facebook, donc aussi également où on peut te suivre et suivre la gamme. Oui, tout à fait. Une page Facebook. Écoute, moi, je te félicite. C'est incroyable de voir quelqu'un qui contribue au mieux-être du Québec en ayant apporté une nouvelle innovation ici. Donc, je me promets bien d'essayer les vertus de tes produits, puis je vais aller essayer les petites recettes maison qui sont disponibles sur ton blog. Donc, je te souhaite une belle continuité, plein de beaux projets encore à venir. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir à l'émission. Ben, merci, ça m'a fait très plaisir à moi aussi. Lors de l'émission sous la thématique « Être riche », nous avons eu le privilège de recevoir Natacha Azrak qui nous a parlé de la richesse d'être en santé. La santé aussi fait partie de la richesse. Puis je pense que, par contre, est-ce que tu es d'accord que la santé au niveau autant des hommes que des femmes pour la richesse, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est unanime. Oui, puis ce que je trouve quand même intéressant sur ce que Stéphane a dit, c'est que Stéphane disait quand même que quand on a un peu cette envie de des fois montrer qu'on a de la richesse aux autres, puis en fait, si on regarde un peu pour les humains, dans notre façon de pouvoir survivre quand on était dans la jungle, puis on peut le voir un peu dans la neuroscience sur comment le cerveau, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être connecté aux autres, puis souvent, quand il montre aux autres qu'il a une relation positive ou qu'il est nécessaire dans le groupe, c'est ça qui fait qu'il survit. Donc, à l'intérieur de notre cerveau, on est fait pour vouloir montrer aux autres qu'on peut servir ou quoi que ce soit, et des fois, ça a fait un peu avec la culture qu'on voit qui a beaucoup été un peu dans le consommateur, de consommer, etc., le matériel dans les 50 dernières années, disons que ça s'est comme transmis dans le matériel, mais que réellement, ce qui rend les humains le plus heureux, puis même au niveau de leur santé, il y a une étude qui a été faite à Harvard sur 75 ans. Ils ont vraiment suivi des gens de leur jeunesse, adolescence jusqu'à 75 ans plus tard. Et le facteur qui prédisait la meilleure santé, c'était pas nécessairement le cholestérol ou l'alimentation ou si jamais ils bougeaient plus, c'était leur relation amicale, leur environnement, leur communauté, vraiment leur relation avec les autres. Donc, c'est quand même intéressant de voir comment tes 3 points, ton premier point, c'était les relations, puis la santé et les relations, c'est tellement Mais moi, je sais que c'est ça, quand je suis avec quelqu'un amoureusement, puis qu'en plus, j'ai mes amis et ma famille, puis qu'en plus, je suis en bonne santé, puis que j'ai la liberté, c'est à ce moment-là, tu sais, là, je suis bien, je me sens riche. Mais je dis juste que quand tout ça est réuni, je suis d'accord avec toi, puis c'est vrai qu'on est en meilleure santé parce qu'on attrape moins de virus, c'est rare que je vais attraper une petite grippette, par exemple, tu sais, donc je trouve que ton étude est excellente. C'est très concret, Natacha. Est-ce que ça fait partie de ton approche, ça?
Donc oui, l'approche de la médecine fonctionnelle, en fait, ça a été une approche qui a été créée par des médecins de famille aux États-Unis qui recherchaient beaucoup la cause des symptômes que des personnes qui suivaient. Donc c'est beaucoup, moi je dis que c'est pas nécessairement à propos du quoi, qu'est-ce qu'on a, mais pourquoi on l'a. Et donc ça intègre beaucoup le style de vie, les relations, notre stress, notre alimentation, comment qu'on bouge. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que nous, par exemple, on a un programme un peu que j'appelle moi mon programme de prévention parce que à la clinique, nous, on est habitué de voir des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, de fatigue chronique depuis des années. Et donc, c'est sûr que quand on a des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, c'est surtout ces personnes qui se rendent compte de toute la richesse qu'ils perdent. Parce que justement, quand on a de la douleur, ben, c'est ne plus pouvoir danser, être en arrêt de travail, perdre un peu ses relations, ne plus pouvoir sortir autant qu'on pouvait. Donc, moi, ça a été quand même quelque chose qui est venu me chercher parce que quand on regarde un peu avec l'approche de la médecine fonctionnelle, c'est sûr qu'au niveau clinique, quand que les personnes souffrent de douleurs chroniques, on va beaucoup aller analyser leur microbiote, donc la flore digestive, leur style de vie, etc. Mais c'est sûr qu'il y a certaines connaissances, des fois quand on sait comment bien manger, comment avoir de meilleures relations, etc., ça aide à ne pas avoir à pouvoir prévenir. Et donc, moi, il y avait certaines connaissances que je me disais, cette personne est devant moi aujourd'hui, puis ça fait 20 ans qu'elle souffre. Si jamais il y avait eu certaines informations qu'elle aurait pu avoir plus tôt, on aurait pu prévenir toute cette souffrance pendant des années. Et donc, justement, on a créé un programme, ça, c'est drôle à dire parce que ça a été en plein pendant le COVID qu'on s'est dit, il faut qu'on aide les gens à transmettre l'information de comment changer leurs habitudes vers le meilleur, puisqu'on a été forcés à changer nos habitudes. Oui. Et donc là, moi, j'enseigne dans nos programmes qu'on a 6 sphères qui sont importantes pour la santé. Et donc, oui, les 3 que les gens reconnaissent le plus souvent, l'alimentation, l'exercice, la gestion de stress, mais il y a aussi le sommeil, notre environnement. On a beaucoup parlé de l'environnement tout à l'heure, notre environnement de la maison. Est-ce que c'est le bordel? Est-ce qu'il y a beaucoup de matériel qui ne nous rejoint pas en termes de nos valeurs? Et le dernier, c'est les relations. Donc, définitivement, c'est des points qui sont tellement importants parce que c'est ce qui fait qu'on a une santé globale puis une richesse pour pouvoir faire les activités qu'on aime le plus puis qui nous rendent heureux. Et pour conclure, je suis curieuse de savoir, ça fait justement là, 1 an la pandémie. Tu as sûrement eu des clients en début de pandémie qui ont suivi tes formations, tes outils. Est-ce que tu as vu ceux qui étaient beaucoup affectés en début de pandémie puis qui répondent aux 6 sphères, ils s'en ont rendu où aujourd'hui? Je suis curieuse de savoir. C'est drôle que tu dis ça, Peggy, parce que moi, je me suis dit, OK, il faut qu'on fasse un programme qui transmet de l'information, je savais que ça serait un programme qui aiderait, mais je me disais, mais des personnes qui ont de la douleur chronique, il faut vraiment qu'ils viennent en clinique pour qu'on aille travailler en profondeur au niveau de leur flore digestive, etc. Et là, mais pendant le premier confinement qu'on a eu, nous, on a eu à ajuster que toute notre équipe clinique travaille de chez eux, etc. Et donc, on avait décidé de ne pas accepter des nouveaux membres pour juste une période de 1-2 mois. Puis c'est pendant ce temps-là qu'on a lancé le programme en ligne. Et c'est drôle parce qu'il y avait des personnes qui souffraient de douleurs chroniques qui, à ce moment-là, se sont inscrits dans le programme en ligne juste parce qu'ils étaient en attente de pouvoir commencer quelque chose. Et quand que finalement nos programmes cliniques ont réouvert les portes, il y a des personnes qui disent « j'ai déjà 40% moins mal » juste avec les petites choses que j'ai appliquées. Et moi, j'explique beaucoup la richesse de micro-actions, des fois, qui font un impact sur le long terme. Donc, ça a vraiment été... maintenant, je me rends compte, puis depuis, on a comme doublé notre équipe au niveau clinique, parce que je me suis dit « il faut que je me concentre encore plus sur transmettre ces informations-là ». Parce que des fois, c'est des petites choses qui font toute la différence, puis on s'en rend pas compte. Bravo, Natacha. C'est ce qui conclut notre 2e bloc. C'est vraiment merveilleux, des petits gestes au quotidien pour atteindre la richesse et la santé. Sous la thématique « Être heureux », Joanne Lavoie nous a partagé son parcours et expérience qui l'a amenée vers le bonheur. C'est le moment de recevoir les trucs de notre experte invitée aujourd'hui, Joanne Lavoie, auteure, coach PNL, mais vraiment beaucoup de choses.
est un magnifique livre, Borderline et heureuse. Je ne l'ai pas encore lu, ça va être sur ma liste, mais tu vas sûrement pouvoir nous guider. Puis j'ai peut-être une petite recherche que j'ai faite qui me disait en fait qu'il y a 2 facteurs qui influent sur le bonheur. Puis j'aimerais ça qu'on commence avec ça, puis tu me dises ce que tu en penses. Premièrement, le premier facteur, ce serait la capacité à vivre, souligner et exprimer ses plaisirs, ses joies, ses émotions. Puis le deuxième facteur, ce serait la capacité à savoir faire face à l'adversité et les difficultés de la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Tu disais que ça pouvait influencer sur le bonheur. Bien, je pense qu'effectivement, quand on est dans l'attente que quelqu'un d'autre vienne combler notre bonheur, qu'on peut rester insatisfait très longtemps. Fait que d'être en mesure de dire les choses, ça vient effectivement aider beaucoup, je crois. Puis, tu sais, les différents événements de la vie, bien, il faut prendre le temps de profiter des petites choses. À la base, là, nos enfants, ils ont besoin d'un toit, ils ont besoin de nourriture, puis ils ont besoin d'amour. Tout le reste, c'est superficiel. Bien, ça devrait l'être pour nous aussi, parce que quand tu es bien en dedans, peu importe l'environnement autour. C'est un peu comme la pyramide de Maslow. Oui. On dit que la pyramide de Maslow, bon, il faut s'habiller, se nourrir. Là, je ne les connais pas tous par cœur, là, mais c'est ça qui fait qu'à la base, on répond au moins avoir un toit et manger, on a déjà atteint un certain seuil. Et d'avoir de l'amour. Et d'avoir de l'amour. Et d'avoir de l'amour. Exactement. Puis dans ton livre, en fait, j'ai quand même feuilleté tout à l'heure et tout ça. Ce qui est intéressant avec toi, c'est que ça a été toute une quête, être heureuse, mais c'est particulier parce que tu as des problèmes de santé mentale et tu as réussi à vivre avec ça et à trouver des outils, puis c'est ce que parle ton livre, mais c'est possible d'être heureuse et avoir des troubles de santé mentale? J'ose poser la question parce que souvent, les gens vont dire, bien, ils ne doivent pas être heureux, ces gens-là sont fous, ils sont pas bien, mais pourtant, tu rayonnes. Tu rayonnes. Et c'est la raison de ça aussi, parce qu'après ma barbe, bien, moi, j'ai eu un diagnostic à 43 ans. Wow. Et bien, je ne savais pas qu'il y avait des outils, qu'il y avait un nom à ce que je portais. Fait qu'à partir du moment où j'ai compris ma façon de fonctionner, bien, j'ai eu envie de la changer, puis j'ai trouvé plein d'outils qui ont été dans le premier livre, Borderline, mais pas folle. Mais après ça, les gens me contactaient par centaines et centaines de messages pour me dire « Oui, mais moi, dans ma situation, qu'est-ce que tu ferais? » Je dis « Écoute, je n'ai pas toutes les connaissances. » Fait que dans celui-là, j'ai modélisé des hommes, des femmes de différents groupes d'âge, de différentes situations pour voir c'est quoi leur stratégie à eux autres, qui ont tous un problème en santé mentale, mais qui vivent très heureux maintenant avec des bons outils. Fait que si c'est possible pour des gens qui ont des troubles en santé mentale d'être heureux, bien, je pense que c'est possible. Mais moi, je pense que c'est permis pour tout le monde. Oui, c'est une question d'attitude. Je veux dire, il y a des gens, on le voit, là, il y a des conférenciers, ils ont perdu leurs jambes, puis ils sont en chaise roulante, puis ils montent des montagnes. Tu sais, il y en a d'autres qui ont perdu toute leur famille, puis ils passent au travers. Mais je voudrais préciser pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi être borderline? Parce que pour moi, c'est pas clair. Donc, peut-être juste préciser ça. Bien, le trouble de personnalité limite, ou TPL, ou borderline, c'est exactement la même affaire. Il faut 5 de 9 critères, dont un sentiment de vide, un mal-être, un trouble au niveau identitaire, tentative ou idée suicidaire. Donc, c'est vraiment un mal-être qui est très, très profond, là, que quand tu n'as pas d'outils, c'est comme si ça te dévore de l'intérieur, ce mal-être-là. Est-ce qu'il est là tout le temps? Ben non, parce que ça fait partie de notre personnalité, dépendamment des événements qui se passent dans notre vie. Fait que c'est pour ça que je dis que bien outillé, et personnellement, ça se développe habituellement à l'adolescence, là. Donc, si on m'aurait donné les outils à 13 ans, 20 ans, 30 ans, bien, j'aurais été un modèle différent, premièrement, pour ma fille. Et idéalement, là, maintenant, je suis un modèle différent pour mes petites filles parce que je suis bien outillée. Mais je pense que tout parent devrait au minimum connaître les critères parce que les jeunes qui ont un TDA, TDAH, il y en a 50 % qui vont développer aussi un trouble de personnalité. C'est les statistiques présentement au Québec. Donc, c'est important de connaître les critères parce que même si l'enfant est médicamenté pour son TDA, bien, il n'y a aucune médication pour le trouble de personnalité. C'est une thérapie. C'est des outils pour venir changer notre façon de penser. Fait que tout le monde, et honnêtement, moi, les jeunes que je coach, ça vient faire rapidement une différence
Moi, ça faisait longtemps que mes vieux patterns ils étaient tatoués à l'intérieur, fait que c'est plus difficile d'en sortir. Puis pourtant, j'ai réussi très, très bien parce que ça fait 8 ans que j'ai eu mon diagnostic et ça fait 7 ans que je fais des conférences et que je vais très, très bien. Wow! Puis en terminant comme le premier bloc, ça serait quoi un outil que tu pourrais donner aux gens qui sont en quête d'être heureux au quotidien? Un petit outil? Bien, un petit outil, je vous dirais, déjà en partant de l'induire le matin. Une intention positive le matin. Peu importe ce qui se passe dans ma journée, moi, je choisis d'être heureuse. C'est mon choix. Fait que quand il arrive des choses, bien, je choisis que ça me coule un peu comme l'eau sur le dos d'un canard. Ouais. Mais c'est mon choix. Quand on ne met pas d'intention le matin, c'est comme si on se laissait aller un peu dans la vague, puis on ne savait pas trop où aller. Si mon intention est ferme, bien, honnêtement, il peut arriver un peu n'importe quoi, mais j'ai cette tendance à voir le positif parce que je l'ai déjà décidé le matin. C'est mon choix. Puis on devient aussi, je pense, un peu moins en mode panique avec une situation qui va arriver dans la journée. Bien, en fait, pour conclure, on est responsable de notre bonheur, chers auditeurs. Être sexuel. Disons que Tina Carr avait de bons conseils pour décoder le code féminin afin de nous permettre d'être pleinement épanouis sexuellement. On va commencer avec toi, Tina. Tu es une coach relationnelle de couple. Je veux savoir, parce que tu es comme un petit trésor caché. Moi, j'ai le privilège de te connaître depuis plusieurs années, mais je veux vraiment que tu nous expliques ce que tu fais dans la vie parce que tu aides vraiment les gens à être mieux dans leur corps et dans leur tête. Clairement. Donc, vraiment, je suis coach relationnel, c'est surtout ça, Oui. Enseignante en programmation neurolinguistique aussi. Donc, j'ai ces outils-là pour les aider, mais ma mission de vie, si je peux dire, c'est de pouvoir mettre les gens en relation dans leur pleine authenticité. Donc, pour qu'ils puissent être eux-mêmes et toujours en plaisant à l'autre, bien entendu. Mais comment est-ce que je peux être moi-même, être autonome et indépendant en étant en relation avec l'autre pour pouvoir s'élever vers quelque chose de plus grand que soi? Donc, tu crois vraiment que ça commence par soi avant d'être en relation, que ce soit physique. Donc, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que tu parles de découvrir son soi féminin. J'ai vu que tu avais comme un coach, un atelier. Je veux que tu me parles un petit peu de ça parce que c'est quand même particulier. Ben, c'est parce que la femme, en règle générale, je fais pas de... Ouais, en règle générale, on a été quand même conditionné avec un certain type de sexualité. On doit être sexy selon des normes très précises, avec un corps très précis, avec des comportements très précis. On voit les petites filles qui copient les comportements, tu vois. Donc, on a appris tous ces codes-là. Moi, ce que j'aimerais, ce que je fais avec les femmes, c'est d'aller chercher, c'est quoi ton code à toi? C'est quoi ton expression corporelle, ton expression émotionnelle, ton expression de l'âme par rapport à ta sexualité? Comment est-ce que toi, tu la développes avec ton partenaire? Déjà avec toi-même? Déjà. Par exemple, est-ce que ça peut être le sourire ou les yeux? Ça peut être le sourire, ça peut être les yeux, ça peut être la façon dont tu bouges, ça peut être la façon dont tu reçois aussi. Comment est-ce que je donne, comment est-ce que je reçois? Est-ce que je suis obligée de me contraindre à donner ce que je n'ai pas envie de vivre en tant que femme pour correspondre aux besoins de l'autre? C'est où la limite que je me respecte plus, que je ne suis plus avec moi-même? Donc, c'est tout ça, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation entre autres. Donc, c'est ça que je fais. Et avec les outils de la PNL, bien sûr, ça peut nous amener très, très loin. Puis, oui, vas-y, je Jenny. me demande en ce moment, comment ça va, la sexualité en général? Parce qu'on n'a jamais eu tant accès à la pornographie, à un paquet de choses qui étaient tabous avant. Puis maintenant, c'est facile, accessible. Comment ça affecte les relations de couple? Est-ce que ça va bien? Franchement, ça va très mal. Okay? Franchement, ça va très mal. On est passé d'une moyenne mondiale dans l'occidental blanc, OK? À 10 ans et demi de mariage, de relations en union de fait, à 4 ans et demi en moyenne. Ah, bien, je suis dans la moyenne. Alors, ce qui arrive, c'est parce qu'avec l'influence de la pornographie, qui nous donne aussi des codes, on s'entend là-dessus, avec l'influence des médias sociaux, Instagram, etc., où est-ce qu'on décrit, on fabrique des modèles qui sont absolument irréels. Alors, ce qui arrive dans la sexualité, c'est que les jeunes, moi je travaille beaucoup avec les jeunes de son âge, OK? Beaucoup avec les jeunes, et qui disent, on n'a plus envie. Parce que la pornographie, ce que ça fait, c'est que ça provoque de la dopamine au même titre que si c'était une vraie personne. OK? C'est le même système. Le cerveau ne reconnaît pas l'image de la réalité. Alors l'homme, pourquoi qu'il reste se faire
pour aller draguer, pour aller faire ci, pour aller faire ça, si en 4 minutes secondes, il y a un harem à sa disposition. Non, donc, on est en train de dire que, entre autres, pendant la pandémie, c'est plus facile soit pour un homme ou pour une femme d'être en ligne. Ça veut dire que je peux, charmer, cruiser, entre parenthèses, et ça va créer la même dopamine que si j'avais une relation physique avec la personne. Je parle de relations sexuelles, oui, c'est d'orgasme, ça, OK. de plaisir, de désir, de relations, Oui. d'orgasme. Le cerveau comprend la même chose. Wow! Alors, ce qui arrive, alors on se dit, en confinement, c'est super, on va se retrouver en amoureux, on va pouvoir être ensemble, on a l'occasion d'être dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le sous-sol, tu vois. Eh bien non. Pourquoi? Bonne question, je veux t'entendre, Tina, là-dessus. Qu'est-ce qui crée le désir? La distance et le manque. Ah! On est ensemble. On n'a ni la distance, ni le manque. Donc, la distance et le manque Crée augmentent le désir. Alors, si on le met après ça dans un contexte hors couple, évidemment, c'est le mensonge et le secret qui fait d'autres sortes d'excitation qu'on est dans les infidélités. Mais dans un couple normal, ce qui crée le désir, c'est le manque et la souffrance. Rappelez-vous quand vous étiez au début de la relation. Hein? Il nous manque. Mais après ça, le conjoint ou la conjointe qui revient de travailler, elle revient avec quoi? Avec la mauvaise humeur, fatiguée, elle enlève son joli tailleur, lui enlève son joli costard, ils se mettent en mou, ils se mettent un bon, ils s'essuient sur Netflix. Pourquoi qu'on baisse jamais, ma chérie? Ben, je sais pas. Il y a un petit peu de ça. Il y a de la paresse aussi qui s'installe. Donc, c'est peut-être pour ça que les couples modernes, puis aujourd'hui, décident de chacun garder leur appartement, chacun avoir leur intimité, donc ils peuvent se retrouver. Donc, à quelque part, c'est sûr, si on n'a pas d'enfants ou etc., c'est un mode de vie. Est-ce que tu vois que les couples qui vivent séparément de cette façon-là ont une durée plus longue? Est-ce que tu vois ça dans ton cabinet? Bien, ce qui change aussi, il faut comprendre, c'est le pouvoir économique des femmes. Oui. Okay? À partir du moment où les femmes, on regarde au Québec, les femmes, en général, 59% des femmes gagnent plus que leur mari. Okay? Donc, la femme a un pouvoir économique incroyable qu'elle n'avait pas il y a 40 ans, ce qui fait que ça lui permet aussi de dire, bien, moi, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. Elle a des exigences qui, autrement, elle calmait et elle confortait tout son homme avec ce qu'il voulait. Maintenant, il y a, moi aussi, j'ai le droit aussi à ma sexualité, j'ai le droit aussi, et parce qu'elle a un pouvoir économique, si ça ne fait pas son bonheur, elle peut maintenant quitter. Incroyable. Écoute, c'est ça, tu vois que le leadership féminin, moi je parle de sexualité dans le cadre du leadership féminin parce que c'est un enjeu de pouvoir. Aussi, aujourd'hui, il y a l'aspect pouvoir, l'aspect j'ai plus besoin de rester avec toi, je suis capable d'être séparée. Il faut revisiter les relations avec ce nouveau pouvoir-là des femmes, mais aussi avec les dangers. Merci d'en avoir parlé, parce que selon moi, la pornographie, c'est très dangereux pour les relations aujourd'hui. Les gens ont de la misère à entrer en relation. Vous savez ce que les gens me demandent le plus en cabinet, Tina? Est-ce que l'amour, c'est un fantasme? incroyable. C'est ce qui va. Puis c'est quoi la réponse? Pour eux, ça semble l'être, parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un 5 minutes plus tard pour pénétrer tous les orifices, plutôt que d'avoir quelqu'un avec qui on va avoir une relation à long terme. Tu vois, c'est beaucoup plus difficile de tomber en amour. Alors que zapper, swap gauche, c'est beaucoup plus facile. Donc, les gens se demandent comment je fais pour tomber amoureux. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai un jeune homme comme ça qui me dit, « Tina, écoute, je suis avec une nana, j'ai envie d'être en amour. Il y a 26 ans, là, je veux une maison, le chien, la petite clôture, 3 bébés. » Voilà, il est comme ça. Mais il dit, si je me mets sur Tinder, sur les sites de rencontres, puis que je dis que je vais être amoureux, j'aurai personne. C'est tellement vrai ce que tu dis. Mais là, je dis à lui, je dis, mais et si les autres filles, comme toi, avaient le même sentiment? De dire, j'ai envie de tomber amoureuse, mais si jamais je vais être en amoureuse, personne ne voudra de moi. On est tellement conditionnés que le premier monnaie d'échange qu'on a avec les autres, c'est le sexe. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est la première monnaie d'échange. C'est pas le regard, c'est pas qu'est-ce que tu fais. Qui es-tu? C'est vrai. C'est qu'est-ce que tu peux me faire pour me satisfaire? Moi, je suis plus de ton côté. C'est plus qui es-tu, honnêtement. Mais c'est beaucoup plus long, par contre. C'est beaucoup plus long de développer une relation. C'est fascinant, beaucoup plus long, prend beaucoup plus de patience, mais c'est encourageant. C'est encourageant de vous entendre. Et Tina, le temps est déjà écoulé, mais je voulais que tu nous nommes ton site Internet parce que, puis tu es très active sur tes réseaux sociaux. Là, j'ai été voir, tu fais vraiment des belles vidéos. Donc, peut-être nommer ton site là, pour c'est très simple, tinacar.ca.
C'est ce qui termine notre saison de l'émission Être. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été au rendez-vous. Et je me permets de remercier, en fait, toute l'équipe de production, Alain, Daniel, Eduardo Dacosta, pour m'avoir permis d'être sur les ondes de Ma TV Laval. Également Geneviève Nolin, qui était notre maquilleuse attitrée lors des tournages. Et évidemment, des partenaires précieux, Antidote Pro, Vignoble Taillefer Lafont. On souhaite vous revoir à l'automne. Qui sait, d'ici là, je vous souhaite de passer un bel été, de prendre soin de vous et de toujours être à la conquête de votre mieux-être. À la prochaine!